Philanthropio fête ce mois-ci son 4e anniversaire et pour célébrer ça en grand, j'ai une super belle nouvelle à vous annoncer. Philanthropio bénéficie désormais du soutien d'un partenaire qui partage les mêmes valeurs et que vous connaissez déjà si vous écoutez fidèlement le podcast. Il s'agit d'Altrui, que vous avez découvert dans l'épisode 23. À l'origine de ce projet, il y a un point de départ, un pari et une ambition. Le point de départ, c'est de penser que l'altruisme est LA valeur partagée par tous ceux qui aspirent à changer d'époque. Le pari, c'est que par mimétisme social, plus on est confronté à des actes ou des récits altruistes, plus on le devient soi-même. Et l'ambition, c'est de créer des vocations de futurs bénévoles et donateurs en s'appuyant sur les canaux numériques. 1 an plus tard, Altrui, c'est à la fois un réseau social et une pépinière d'altruistes engagés à travers des événements caritatifs en ligne. Le réseau social altrui.com, c'est un petit peu votre antidote à la fatigue informationnelle. Une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir consulter et partager des nouvelles qui font du bien à la société et à votre morale. Vous pouvez aussi y découvrir des associations et ONG qui y partagent leurs actualités. Mais Altrui ne s'arrête pas là, puisque l'association est à l'initiative du Podcaston, le rassemblement des podcasts francophones qui a lieu chaque année au mois de mars, et d'un autre événement d'ampleur qui arrive en octobre. Je vous en parle au prochain épisode. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je vais donner un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires réenchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Salut les philanthrophiles! Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouveaux épisodes et une programmation qui s'annonce éclectique, toujours aussi engagée et je l'espère encore plus rassembleuse. Pour cette première interview de la saison, je reçois Christophe Salmon, le délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, pour parler de l'engagement de la Banque Crédit Mutuel, de sa transition écologique à la création de sa fondation, en passant par la mise en place du dividende sociétal, un dispositif qui pourrait bien devenir une norme à l'avenir. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse faire connaissance avec mon invité. Bonne écoute! Bonjour Christophe Salmon. Bonjour Charlène. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast pour parler un petit peu de philanthropie, bien sûr, mais de philanthropie corporative. C'est la première fois que je reçois un délégué général sur ce podcast, donc bienvenue à vous. Je vais vous présenter rapidement. Vous êtes diplômé d'un DEA de droit privé de l'Université de Tours et par la suite, vous avez commencé votre carrière au Crédit Mutuel en 1996 à Orléans et depuis, vous avez déroulé votre carrière au sein du Crédit Mutuel. En 2017, vous avez rejoint la direction des risques de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. En 2018, vous avez intégré le cabinet de la direction générale auprès de Nicolas Théry et Daniel Ball, qui sont respectivement président et directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et dont vous êtes devenu le directeur de cabinet en 2022. Et en parallèle, vous avez contribué à la mise sur pied de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale en mars 2021, dont vous êtes actuellement le délégué général. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de sujets qui s'articulent autour de la transition écologique du Crédit Mutuel et de la manière dont cette transition s'arrime avec ses engagements philanthropiques, à travers notamment la mise en place du dividende sociétal, qui est une mesure phare qui est en train de bousculer complètement le paysage de la RSE en France. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre transition écologique parce que c'est un sujet à la fois très sensible et en même temps qui intéresse de plus en plus le grand public. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu la mesure de votre progression sur ces sujets-là et de comprendre un petit peu le point de départ et votre point de destination, si je puis dire. Donc en 2018-2019, le Crédit Mutuel était un petit peu dans le collimateur de l'ONG Oxfam qui
affirmait que la banque accordait 2 fois moins de financement aux énergies fossiles qu'aux énergies renouvelables, mais qu'elle investissait 10 fois plus dans les énergies fossiles que les énergies renouvelables. Et dans un rapport de juin 2019, elle vous a attribué, cette même ONG, la note de 1,9 sur 10 en matière d'engagement environnementaux. Donc vous aviez un petit peu le bonnet d'âne. Mais depuis, vous avez fait des progrès considérables, puisque le Crédit Mutuel est devenu la première banque française à entièrement stopper le financement des acteurs développant de nouvelles capacités charbon, et ce depuis 2020. Et vous êtes également la seule banque française à publier l'intégralité de l'empreinte carbone de votre portefeuille de crédit, ainsi que la répartition de votre empreinte carbone par secteur d'activité. Donc là, vous jouez la carte de la transparence. À compter du 1er juillet 2024, toute entreprise énergétique qui continuerait à développer de nouveaux projets d'exploration et de production de pétrole ou de gaz ne pourra plus bénéficier de votre financement. Donc ça, c'est un petit peu un résumé de vos avancées sur le sujet dans les dernières années. Première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que Oxfam, dont vous êtes quand même assez proche, puisque j'ai cru comprendre que vous discutiez régulièrement, est-ce que Oxfam a joué un rôle dans votre transition écologique ? Tous ceux qui travaillent sur ces questions de la transition écologique jouent un rôle sur cette question-là, parce qu'on les écoute, on est attentif à leurs messages, on est attentif à ce qui se passe, on est attentif à ce qu'ils disent sur la nécessité de se transformer, mais aussi sur nos actions. Donc évidemment, on a échangé avec Oxfam, on échange régulièrement. Cécile Duflot était d'ailleurs partie prenante lorsqu'on a annoncé le dividende sociétal, on en parlera tout à l'heure, mais donc voilà, c'est des échanges aussi que peuvent naître les mesures. C'est toujours intéressant d'avoir du recul sur nos actions. On n'est pas forcément d'accord d'ailleurs sur les constats qui étaient faits à l'époque, mais il faut toujours être à l'écoute, essayer de voir ce que les autres en pensent et surtout se servir aussi de cet aiguillon qui est important pour qu'on avance, quoi. Donc évidemment, on écoute Oxfam, on est attentif, on échange avec eux, on leur explique ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, les mesures qu'on prend. Et voilà, il faut avoir cette transparence, il faut avoir ce dialogue pour pouvoir avancer réellement. Oui, quand vous dites que vous n'étiez pas d'accord avec ce qui était annoncé à l'époque, je pense que vous faites référence à un rapport, ce fameux rapport de 2019 de Oxfam, qui a été un peu décrié dans sa méthodologie. On va pas rentrer dans les détails, mais d'où l'importance de jouer cette carte de la transparence et de vraiment mettre à disposition les données pour que on soit d'accord sur la méthodologie de calcul, notamment des émissions de GES, etc., etc. Donc avec la montée des sujets environnementaux dans le débat public, on voit que le secteur bancaire est scruté à la loupe et on demande, sans mauvais jeu de mots, aux banques littéralement de rendre des comptes dans un contexte de risque climatique qui est très très élevé. Et le 23 février dernier, Oxfam a même assigné BNP Paribas en justice pour manquement à son devoir de vigilance. Donc ça, c'était une grande première. Pourquoi, selon vous, le secteur bancaire dans son ensemble, donc le secteur bancaire mondial, ne vise pas plus d'exemplarité et pourquoi les grandes banques françaises n'avancent peut-être pas au même rythme si on se place du point de vue de la perspective plus grand public, parce qu'on voit les sorties dans la presse, etc. Donc on voit qu'il y a pas forcément que tout le monde n'avance pas au même rythme. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas cette prise de conscience collective? Exactement, prise de conscience collective, puis cette espèce un mouvement en marche vers les mêmes objectifs et les mêmes ambitions finalement. Alors moi je pense que cette prise de conscience existe, en tout cas au niveau des banques françaises. Je pense que chacun veut agir, chacun mène des actions. D'ailleurs sous l'influence de la Fédération bancaire française qui est très soucieuse de ces enjeux et qui permet à chacun d'avancer. Après peut-être qu'on n'a pas le même point de départ, peut-être qu'on n'a pas les mêmes impératifs aussi. Il faut en être conscient, mais je pense que tout le monde avance. Voilà, nous, c'est vrai qu'on a pris des mesures fortes au cours des dernières années. Vous avez fait état de nos politiques sectorielles, notamment sur le domaine de l'énergie. Ce sont des politiques qui nous contraignent, qui ont un impact aussi sur nos activités et nos résultats. Mais globalement, voilà, je pense que l'important, c'est que tout le monde avance, et j'ai l'impression que le secteur bancaire
bancaire français dans son ensemble avance. C'est peut-être pas le cas de tous les secteurs bancaires, et je pense outre-Atlantique où ça peut être très très différent. Mais voilà. Après, nous, si on peut avoir un rôle d'exemplarité sur ces questions, si on peut donner le tempo, c'est très bien. Mais voilà, soyons conscients que tout le monde agit. Je pense qu'effectivement, la prise de conscience, elle est là, elle est inéluctable. Après, je pense que d'un point de vue plus citoyen, je pense qu'on redoute sans doute un peu les effets d'annonce. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une cessation des investissements dans les énergies fossiles, mais pas forcément du financement d'entreprises qui ont des activités qui portent atteinte finalement au climat. Donc, d'où cette crainte un peu du jeu à somme nulle, quoi. C'est sûr que les banques ont un rôle majeur en termes d'accompagnement et de tempo. C'est-à-dire qu'il faut trouver aussi le juste milieu entre avoir des mesures fortes qui imposent aux différents acteurs économiques de changer, de bouger. C'est vrai que si les banques ne donnent pas cet impact-là, les choses ne changeront pas. Il faut aussi tenir compte de différentes contraintes. Voilà, on peut pas sur certaines fois agir et arrêter du jour au lendemain sur tous les secteurs. Je pense qu'il faut être conscient de ça, mais être déterminé. Et parfois, même s'il y a des frottements avec un certain nombre de clients, avec un certain nombre de secteurs, le faire avec détermination et avec un objectif, une ambition au bout du chemin, quoi, sur lequel il faut contribuer fortement. Cette année, vous avez frappé très fort avec le lancement du dividende sociétal en janvier dernier, qui a fait beaucoup de bruit dans la presse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et à quoi il sert ? Ouais, alors finalement, le dividende sociétal, c'est une mesure assez simple. C'est la décision d'affecter 15% de notre résultat à la transformation environnementale et solidaire. Donc c'est une mesure très compréhensible, très engageante et surtout qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que c'est cette année, mais ça sera l'année prochaine et les années à venir, et ça pourra évoluer en fonction de notre résultat. 15% de notre résultat, c'est un montant important parce que pour cette année, c'est 525 millions d'euros et qui seront répartis à la fois sur des projets d'investissement pour la moitié, c'est-à-dire comment on peut accompagner sous forme d'investissement des projets qui contribueront à cette transformation, à la fois sur le volet environnemental, mais aussi sur le volet sociétal, parce que les deux, pour nous, sont étroitement imbriqués. Donc l'objectif, c'est que des projets se fassent, des projets de transformation, des projets innovants se fassent, sans objectif de rentabilité pour ce fonds. C'est-à-dire que on prendra une part de risque, bien évidemment, et l'objectif, c'est qu'on n'ait pas une rentabilité, qu'on ne recherche pas la rentabilité au travers de ce fonds. Deuxième volet, un volet tarification. C'est vrai qu'on a déjà pris dans le passé des mesures de tarification solidaire, notamment avec la fin du questionnaire de santé qu'on avait lancé l'année dernière, c'est-à-dire la possibilité pour des gens qui ont des problèmes médicaux de pouvoir accéder quand même au crédit. Et voilà, depuis on a été suivi par le législateur, et donc on est très content de ça aussi, de pouvoir initier un certain nombre de transformations. Et c'est ce qu'on veut faire dans le cadre de ce volet-là. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a annoncé la première mesure de ce volet, qui est celui de permettre et d'accorder des financements à 0%, donc des financements sans taux d'intérêt pour l'acquisition de vélos, de tout type de vélos. On sait que maintenant, ça a un coût important, que ce soit des vélos électriques, des vélos cargo. On le financera au taux de 0%, sans frais de mise en place, sans frais de dossier. Et donc, on croit que ça permettra à des gens de passer le pas et d'aller vers des mobilités douces. Et voilà, on a un très bon accueil de cette mesure qu'on a lancée la semaine dernière. Ça, c'était le deuxième volet, tarification, et troisième volet, c'est le mécénat, puisque 15% de ce dividende sociétal sera affecté au mécénat, et ça nous permettra d'avoir un budget cette année de mécénat de pratiquement 80 millions d'euros. Donc on voit que c'est des montants importants et qu'on pourra comme ça mieux accompagner encore plus fortement le tissu associatif.
Alors, la grande première, c'est le renoncement aux revenus finalement et au plafonnement des bénéfices, si je puis dire. Et donc, la fondation dans tout ça, ça représente un petit peu le bras philanthropique de cette mesure du dividende sociétal. Alors, le même jour de l'annonce de la création du dividende sociétal, la Maïf a créé le dividende écologique qui consiste à affecter 10% de leurs bénéfices à des projets de solidarité climatique et de protection de la biodiversité. Donc c'est une petite révolution dans le monde de la RSE car on touche aux bénéfices et donc aux revenus des actionnaires. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'un modèle d'avenir qui tend à se généraliser ? On l'espère et on est très content effectivement que la Maïf ait pris une mesure du même ordre. Derrière ça, c'est la question du partage de la valeur en fait. Qu'est-ce qu'on fait de la valeur qui est générée par les entreprises ? Est-ce que il n'est pas de la responsabilité des entreprises de mettre une partie de cette valeur aux enjeux de transformation environnementaux et sociétaux qu'on a évoqués à l'instant. Nous, on est persuadés de ça. Voilà, ça a eu un retentissement particulier, cette mesure. Non seulement on est persuadé, mais on le voit. On voit qu'on a énormément de retours, à la fois du tissu associatif, qui nous disent c'est vraiment bien, ça transforme la donne, ça change la donne. Et puis aussi de nos clients entreprises, qui sont très curieux de cette mesure, et on voit que ça interpelle. Alors après, il faut certainement du temps pour que d'autres passent à l'acte, mais nous on est persuadés d'initier quelque chose avec cette mesure. Voilà, je pense que c'est un enjeu de responsabilité pour toutes les entreprises. Est-ce que ça se fait à l'étranger ? Qu'est-ce qui a été la source d'inspiration finalement d'utiliser l'argent des bénéfices nets pour l'affecter à la philanthropie, au fonds d'impact, etc. Je ne sais pas si ça a été fait à l'étranger. L'inspiration, c'est la volonté, quoi. C'est la volonté et la prise de conscience des besoins. Et donc, face à la prise de conscience des besoins, le rôle d'une banque, c'est quand même de les financer. C'est quand même d'être présent. On sait que les enjeux environnementaux et sociétaux impactent aussi nos activités. Quand dans un monde, dans la température augmente de 2 degrés, derrière, c'est l'activité d'un certain nombre de nos clients qui peut être compromise. C'est la capacité de certains de nos clients à rembourser leurs prêts. C'est la valeur de nos garanties. Quand on a une garantie sur des maisons qui se fissurent parce que le sol argileux est en train de se contracter, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est des enjeux assurantiels. On le voit très bien aussi dans l'explosion d'un certain nombre de sinistres et on a une forte activité assurance, on le voit très bien. Donc il y a des enjeux aussi liés à nos activités et donc c'est important de prendre les devants et d'essayer d'accompagner cette transformation. Nicolas Terry a lancé un appel au monde patronal en invitant les entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, à apporter une partie de leurs bénéfices à votre fonds d'investissement, en citant d'ailleurs les besoins de financement de la transition écologique qui seraient évalués à 100 milliards d'euros. Est-ce que cet appel a été entendu ? Alors, son appel, c'était pas trop d'apporter les bénéfices à notre fonds, mais c'était finalement de dire, faites la même chose. Votre résultat, à la hauteur de vos moyens, aussi préserver une poche pour l'affecter et pour répondre à ces enjeux. On voit que ça générait un intérêt particulier et que ça, en tout cas, initiait une réflexion forte d'un certain nombre d'entreprises, dont des entreprises clientes, et que on est beaucoup interpellé sur cette mesure pour savoir pourquoi vous l'avez fait, comment vous comptez l'inscrire dans le temps, comment elle est acceptée en interne, parce que ça a aussi des répercussions en interne. Prendre une mesure comme le dividende sociétal, ça a un impact sur nos clients, mais ça a un impact sur nos collaborateurs et même une fierté de nos collaborateurs que leur entreprise, que leur employeur prennent une mesure. Donc tout ça, c'est des enjeux qui parlent aux entrepreneurs, qui parlent aux entreprises. Et voilà, quand on suscite l'intérêt, je pense qu'à terme, on peut être suivi par certains. Et donc, c'est l'espoir qu'on forme, en tout cas.
Alors, on va parler à présent du bras philanthropique du dividende sociétal. On le disait tout à l'heure, donc votre fondation qui est toute jeune, puisqu'elle a été créée en 2021. À titre de comparaison, Fondation BNP Paribas a créé sa fondation en 1984, Fondation Banque Populaire en 1992, Fondation Société Générale en 2006 et Fondation Crédit Agricole en 2018. Alors, pourquoi la vôtre a-t-elle été créée aussi tardivement ? Le groupe était déjà très présent sur le mécénat, mais était présent très fortement sur les territoires. Vous savez que nous, on a un groupe mutualiste, donc c'est un peu particulier. Le groupe est détenu par les sociétaires et donc par les caisses de crédit mutuel. Et chaque caisse de crédit mutuel, chaque entité du groupe avait sa propre activité de mécénat et était déjà très actif sur son territoire en accompagnant l'association locale, en accompagnant les besoins locaux, et puis ensuite ça se fédérait au niveau régional. Et donc il y avait déjà une représentation très forte du groupe sur le terrain du mécénat, mais sur le terrain de la proximité. Le groupe était très actif en termes de mécénat, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un étage à la fusée. C'est-à-dire que si on était très actif sur les territoires, quand il fallait soit accompagner des associations qu'on avait soutenues, mais qu'il fallait les accompagner pour se développer, quand il fallait soutenir de plus grosses associations qui rayonnaient sur l'ensemble du territoire, là, il nous manquait un outil. Et donc, la décision qui a été prise il y a 2 ans, c'était de se dire, surtout conservons ce qu'on fait, surtout conservons notre soutien aux associations de proximité, mais mettons en place un étage supplémentaire avec une fondation, qui sera la fondation de toutes les entités du groupe, et qui sera financée par toutes les entités du groupe, et qui complétera l'action de tous. Et c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans, en disant, surtout, vous continuez de faire ce que vous voulez, mais si on va plus loin, et chacun va apporter son obol à une nouvelle fondation, et la fondation va intervenir, mais à un autre niveau et de manière très complémentaire. Donc ça complète finalement ce qui existait déjà. Vous œuvrez pour l'instant dans 2 domaines d'action principaux, l'environnement, bien sûr, et les territoires, en soutenant des projets qui luttent contre le réchauffement climatique et ses impacts sur la santé, ou qui favorisent l'inclusion sociale et l'accès de tous à la culture. Alors sur le volet environnement, quelles sont vos ambitions en matière de philanthropie climatique ? On s'est posé beaucoup de questions sur ce qu'on voulait faire en matière environnementale et on a travaillé notamment avec les collaborateurs et les élus qui ont été intégrés au sein des commissions. La Fondation a créé des commissions qui associent collaborateurs et élus et qui décident des actions qui sont soutenues par la Fondation. Et le premier travail, notamment de la commission environnement, c'était de dire mais quels sont les sujets? L'environnement, c'est vaste. Quels sont les sujets qu'on peut traiter plus particulièrement? Et on a défini déjà 3 thèmes d'action, en sachant qu'il fallait éviter de s'éparpiller, mais c'est déjà des thèmes qui sont assez couvrants. Toute la préservation de la biodiversité. Donc, notamment, au début, on est parti, vous savez, on a travaillé en forme de cercle qui s'élargissait progressivement. On a commencé sur une question qui nous semblait importante, c'était la préservation des zones humides. Et donc, on a travaillé sur toutes ces questions-là au début, et puis finalement, on a élargi sur les questions de biodiversité jusqu'à lancer aujourd'hui notre premier appel à projet sur des thèmes de biodiversité. Ça, c'était le premier axe. Deuxième axe, on a voulu travailler la transition du monde rural et agricole, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux forts sur le monde rural et agricole, des enjeux de transformation. On voulait surtout pas opposer les modèles, mais se dire que voilà, il y avait un certain nombre d'agriculteurs qui voulaient transformer leur modèle, et notamment on a beaucoup travaillé sur les questions d'agroforesterie, par exemple. Et voilà, on a travaillé cette deuxième thématique, et puis troisième thématique, c'était les questions de l'impact de l'environnement sur la santé, et notamment toutes les questions liées au mélanome. On travaille avec Gustave Roussy sur le traitement du mélanome depuis plusieurs années, mais ça a été renforcé avec l'action de la Fondation. Et voilà, on a ces 3 sujets-là qu'on travaille de manière la plus coordonnée possible, en essayant d'éviter de se disperser. Très intéressant. Dans votre première année, vous avez même reçu le prix de la philanthropie.
qui était attribué par quel organisme ? Par le groupe FICAD, qui organise ce Grand Prix chaque année. C'est vrai que pour nous, pour le groupe, pour les équipes de la Fondation, c'était un signal fort, un motif de fierté, parce que pour une première année d'exercice, obtenir ce Grand Prix, ça nous a conforté dans nos premières orientations, en fait. Ça, c'était important parce que c'est vrai qu'on est parti un peu d'une page blanche, et de voir qu'on était reconnu, adoubé par le monde du mécénat, de la philanthropie, c'était pour nous un signal fort. Alors, qu'est-ce qui fait la singularité de votre fondation dans le paysage des fondations de banque ? Alors, la singularité, je dirais déjà, c'est l'association des collaborateurs et des élus mutualistes à la gouvernance de la Fondation. Ça, c'est un élément important. On a créé des commissions sur nos deux thèmes. Je le disais tout à l'heure, on a associé des collaborateurs volontaires et des élus mutualistes. Et en fait, c'est eux qui définissent les projets qui sont soutenus. Du coup, ça a permis d'associer plus largement tout le collectif de Crédit Mutuel, tous les collaborateurs, tous les élus mutualistes, et puis aussi vous savez qu'on a beaucoup d'entités, beaucoup de filiales, un peu sur tous les métiers de la banque, et ça a créé une certaine émulation. Toutes les filiales sont venues en disant mais voilà, on participe au financement de la Fondation, vous donnez des subventions, un certain nombre d'associations. Est-ce que nous, on peut aller plus loin ? Comment on peut vous aider ? Et du coup, il y a eu une mobilisation collective, et il y a une mobilisation collective autour d'un certain nombre d'associations. On s'aperçoit que ça, c'est un point super important pour les associations qu'on soutient. Je vous donne un exemple. On soutient par exemple une structure assez innovante qui s'appelle Fratrie et qui est du co-living entre jeunes avec un handicap mental et cognitif, et puis des jeunes actifs. Le pari, c'est qu'on peut vivre ensemble à l'intérieur d'une même maison avec des handicaps d'un côté et pas de handicap de l'autre. On est parti de rien. Il y a une première maison qui a été créée et elle est ouverte depuis 1 an et ça se passe super bien. Et nous, la Fondation, donc on a subventionné ça pour que ça se fasse, mais derrière, vous avez des entités du groupe qui se sont dit « Ouais, mais nous, on va être aussi partie prenante. Vous avez notre filiale d'assurance qui assure gratuitement la maison. Vous avez notre filiale informatique qui a donné des ordinateurs. Vous avez notre filiale de Crédit Bail qui a donné des véhicules pour que les jeunes puissent partir ensemble, des véhicules 9 places pour qu'ils puissent partir ensemble le week-end. » Et ça, c'est assez génial en fait dans le process parce que voilà, chacun met la main à la pâte et ça crée une émulation. Donc c'est peut-être une des singularités majeures de notre fondation. En tout cas, on l'espère. C'est une forme de mécénat participatif finalement où chaque collaborateur a un petit peu son mot à dire ou est force de proposition pour finalement bonifier vos actions sur le terrain, quoi. Exactement, et ça se fait aussi sous forme de mobilisation collective. On a lancé quelques opérations de mobilisation collective, notamment le World Cleanup Day qu'on déploie au sein de l'entreprise, et vous avez des équipes partout en France qui portent le maillot de la Fondation, qui se mobilisent pour ces actions collectives. Et en 2 ans, voilà, on est devenu la 2e entreprise en France la plus mobilisée autour de cette opération. Donc voilà, ça crée un enthousiasme, une émulation et aussi un sentiment d'appartenance collective qui est assez fort. Peut-être aussi une deuxième singularité. Alors le financement de la Fondation provient en grande partie du dividende sociétal, mais s'appuie aussi sur un système de donation provenant des 1500 entités de Crédit Mutuel, basées sur leur empreinte carbone. Alors concrètement, comment ça fonctionne et sur quelle base l'empreinte est calculée ? Ça, c'était le point de départ en fait de la Fondation. C'est-à-dire comment associer tout le monde au financement de la Fondation, comment faire en sorte que ce financement soit justement réparti. Et on s'est dit, tiens, si ça peut avoir une vocation pédagogique, ça peut être intéressant aussi. Et on a essayé de trouver tous les facteurs d'émission carbone qui pouvaient être isolés, calculés, de la même façon sur toutes les entités du groupe. Donc, c'est pas la totalité de l'empreinte carbone, mais ce sont toutes les émissions liées au déplacement professionnel et puis aux dépenses d'énergie. Et ça, on l'a fait pour toutes les entités du groupe,
toutes les caisses de crédit mutuel, toutes les agences CIC, toutes les autres entités. Et on a proposé sur cette base-là, donc on donnait à chacun ses émissions, donc ça avait une vocation pédagogique. Et puis on a dit à chacun sur la base de ces émissions, voilà, on vous propose, puisque vous avez tant d'émissions, de donner tant à la fondation, et c'était proportionnel. Et ça nous a permis à la fois d'avoir ce système justement réparti sur toutes les entités, et puis de créer un lien particulier avec la fondation. C'est-à-dire que chaque année, il y a, pour les 2 premières années d'exercice, il y a eu 1500 décisions de conseil d'administration dans toutes les structures de groupe, dans n'importe quelle caisse locale de crédit mutuel, où les gens se sont positionnés sur le don qu'ils voulaient faire à la fondation. Et voilà, alors ça demandait beaucoup de travail, je vous le cache pas, mais ça a eu une vertu, c'est que tout le monde a entendu parler de la fondation à son démarrage, et ça a créé un lien particulier avec elle. Et c'était la vérité des prix, c'est-à-dire que chaque année, on s'est dit, est-ce que tout le monde va accepter de verser quelque chose à la fondation? Vous pouvez très bien refuser de verser, et en général, ce qui se passait, les refus ont été très, très limités, ça se comptait sur le nombre, les doigts d'une main, mais bien souvent, ils donnaient plus, en fait. Alors, une première mise en œuvre du dividende sociétal, c'est le don exceptionnel de 5 millions d'euros que vous avez fait au Restaurant du Cœur en mars dernier. Pourquoi avoir choisi cette association ? Alors, déjà parce qu'on travaillait avec elle. Ça a été une des premières associations avec qui on a travaillé lorsqu'on a lancé la fondation. Tout simplement parce que on a été sensible aux besoins qui étaient le leur à l'époque, de renouveler leur parc de véhicules. Ils avaient un parc de véhicules vieillissant, ils avaient une vraie problématique avec ça, et on s'est dit que c'était un enjeu à la fois de transformation sociétale et environnementale. C'est-à-dire remplacer le parc de véhicules, c'était moins d'émissions, et c'est surtout permettre aux bénévoles de travailler dans les meilleures conditions. Donc on était déjà engagés auprès d'eux. On avait aussi des filiales qui étaient venues nous voir en disant mais comment on peut aider plus les restos, et notamment on avait une filiale de télésurveillance qui a proposé de sécuriser gratuitement. Aujourd'hui, il y a plus de 250 dépôts des restos qui sont sécurisés gratuitement par notre filiale qui s'appelle Omiris. Donc il y avait déjà un lien particulier qui existait avec le groupe. Et c'est vrai qu'au moment où on a lancé le dividende sociétal, c'était en janvier dernier, et à cette époque-là, donc on rentrait dans le contexte inflationniste très fort, et les restos nous ont alertés sur le nombre croissant de bénéficiaires, du nombre de repas distribués, puisque depuis octobre, les chiffres avaient progressé de plus 20% pour les repas distribués et plus 25% pour les bénéficiaires. Donc ça nous a alertés, ça nous a interpellés, ça risquait de compromettre un projet qui était le leur, notamment d'aller plus sur la petite enfance. Et on s'est dit qu'il fallait répondre présent face à cette urgence, et que le dividende sociétal, finalement, c'était aussi pour ça, c'était répondre à l'urgence. Et donc, on a décidé de faire ce don exceptionnel de 5 millions d'euros. 3 millions pour répondre à l'urgence, et 2 millions pour permettre que ce projet petite enfance puisse se faire et s'aimer sur toute la France. En préparant l'interview, vous me confiez que votre conviction à vous, au Crédit Mutuel, c'est que l'impact social produit à moyen long terme, plus par un soutien structurel en fait, des associations. Donc ça veut dire, par exemple, ça peut passer par du financement, du recrutement, du financement qui vise la résilience finalement de l'association, et pas forcément du financement de programmes. Donc que cet impact social était aussi fort, si ce n'est plus finalement qu'un appui visant uniquement à adresser davantage de bénéficiaires. Oui, c'est vrai que un des constats qu'on fait, c'est que il faut savoir accompagner des associations partenaires face à tous leurs besoins. Que bien souvent, les mécènes demandent aux associations de leur bâtir des projets dédiés qui sont presque marketés au profit du mécène. Ça peut se concevoir, mais au vu de ce qu'on constate, c'est souvent biaiser la relation entre mécène et association. C'est-à-dire que l'association veut obtenir des fonds et donc veut faire plaisir à son mécène, et puis le mécène tord
petit à petit l'objet de l'association. Et ça, on s'est rendu compte assez vite avec des associations qui nous faisaient plaisir, qui voulaient nous faire plaisir en nous présentant un projet clé en main. Et on s'est dit, c'est pas la bonne option, quoi. Dites-nous clairement ce dont vous avez besoin, et puis on vous dira clairement si on peut le faire ou on peut pas le faire. Et donc, ça me semble important de savoir accompagner les associations dans tous leurs besoins. Pas seulement des projets définis, mais aussi sur leurs frais de fonctionnement. Enfin voilà, si une association doit recruter des gens pour se développer, eh bien on doit savoir le faire. Si elles ont besoin de matériel, d'imprimantes, d'ordinateurs, tout bêtement pour faire leur activité, un mécène doit pouvoir le faire aussi. Il y a une relation de confiance à mettre en place avec l'association. Bien sûr, accompagner des projets, mais aussi accompagner l'action même de l'association. Et ça, c'est important pour nous. Ce que vous décrivez, c'est un petit peu, on va dire, le dommage collatéral de la philanthropie dite stratégique, qui est vraiment très calquée sur le modèle entrepreneurial, donc basé sur les données, des objectifs chiffrés, une mesure, et donc ça crée un petit peu un fossé entre la philanthropie et les communautés que la philanthropie dessert. Est-ce que vous estimez être des tenants de la philanthropie, à l'inverse, bâtie sur la confiance ? On essaye, on l'espère, pas la confiance béate, mais la confiance partenariale. Enfin, je trouve que cette idée de créer un partenariat fort entre un mécène, entre l'association qu'elle soutient, une relation transparente, exigeante mais transparente. Évidemment, la mesure d'impact est importante, mais elle a ses limites aussi. Enfin, je trouve qu'elle a ses limites aussi et qu'elle peut être aussi faussée, biaisée. On peut avoir une mesure d'impact sur une action précise, mais pas toujours. Des fois, il faut se laisser le bénéfice de se dire, je sais que l'action que je soutiens va être positive et je sais que je n'arriverai pas forcément à en connaître tous les impacts. Mais le fait de ne pas pouvoir précisément connaître tous les impacts ne doit pas non plus conduire à rayer d'un trait de plume l'action. Enfin, je suis assez prudent là-dessus. Je pense qu'il faut avoir de la mesure d'impact, mais j'ai l'impression que des fois, cette exigence d'impact à tout prix fausse un peu la donne. Est-ce que vous êtes prêt à innover en étant conscient que parfois les essais ne fonctionnent pas ? Ouais, on a même commencé comme ça. Je parlais du projet Fratrie. C'était un projet innovant. Jamais ça avait été fait. On ne savait pas s'il y avait des jeunes sans handicap qui seraient partants pour s'engager dans cette voie-là, pour vivre avec des personnes avec handicap, alors qu'ils n'avaient jamais été confrontés dans leur situation personnelle, voilà. Et pour que ça tourne, il fallait quand même trouver des locataires. Il fallait quand même, voilà. Et en fait, on savait pas si ça allait le faire. On a pris ce risque-là. Rétrospectivement, je me dis que c'était un peu gonflé pour un des premiers projets, peut-être. Mais ça a marché et peut-être qu'un jour ça ne marchera pas, mais je crois que l'ADN d'une banque, c'est quand même de prendre des risques sur des dossiers de financement et peut-être qu'on le retranscrit aussi dans notre activité. Mais je crois beaucoup à ça, qu'il y a un certain nombre de projets innovants qu'il faut accompagner, de nouveaux projets philanthropiques qui sont de la philanthropie entrepreneuriale qu'il faut accompagner, qu'il faut aider à éclore et ça se fait avec des risques, quoi. Et donc, on a eu peur à un moment sur le projet Fratrie. On s'est dit, c'était difficile d'aller recruter des jeunes actifs. Et puis finalement, ça s'est fait. Et maintenant, on sait que ça va marcher parce que le premier exemple a marché, donc ça donne envie à d'autres de le faire. Oui, moi, je crois, je suis persuadé sur le fait qu'il faut savoir prendre des risques et il faut savoir le défendre aussi. Alors, on arrive tranquillement à la fin de cet échange, mais avant de se quitter, Christophe, en préparant cet épisode, vous m'avez confié être assez neuf dans les usages de la philanthropie et à la Fondation, vous êtes aperçu un petit peu après coup que vous vous étiez exonéré de ces usages habituels. Alors, j'ai envie de vous demander, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez le futur de la philanthropie corporative avec votre regard neuf ? Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Moi, je suis assez frappé par
le dynamisme du monde associatif, la nouvelle typologie de porteurs de projets. Moi, je suis très admiratif face à une certaine jeunesse de gens qui portent des projets ambitieux, qui ne sont pas des bonnes œuvres en fait, qui sont, on parlait de l'entrepreneuriat philanthropique, je trouve qu'il y a une effervescence en termes d'initiative et je crois que le monde de la philanthropie réussira si on arrive à accompagner ces nouveaux projets. C'est-à-dire se sortir d'un monde du mécénat qui est peut-être un monde un peu daté, ancien, bonnes œuvres, distribution, voilà, avec des projets qui ont une finalité économique aussi. Je crois que les deux ne sont pas contradictoires et même pour la pérennité des actions, c'est très bien d'être dans cette logique-là et d'avoir ça en tête. Et je crois que du coup, le monde de la philanthropie se transforme, les porteurs de projets se transforment. Je ne suis pas sûr que les mécènes se transforment totalement encore. Il y a peut-être des logiciels internes à changer, mais je crois que tout le monde y arrive. Et donc, je le vois, moi, avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'envie, beaucoup d'admiration, voilà, sur la mobilisation, notamment de la jeunesse. Moi, je suis assez frappé par ça et je trouve que c'est un super signe d'optimisme. Merci beaucoup, Christophe Salmon. Merci à vous, Charlène. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.